J'en ai déjà brièvement parlé dans ma vidéo sur les animés de saison, mais cela fait quelques mois que j'avais Mushoku Tensei à l'œil. D'abord bien sûr, il s'agissait de son affiche, et de ses trailers absolument magnifiques. Mais plus je me renseignais, plus il devenait prometteur. Les gens qui parlaient de lui comme le père des isekai, le nouvel qui a été classé premier sur le site très populaire Shosetsuka Dinalo, ou encore les rumeurs sur le studio qui aurait été créé uniquement dans le but d'offrir le meilleur environnement pour adapter en continu Mushoku Tensei et en faire un gros projet qui deviendrait un pilier du genre. C'est tout ça qui a augmenté ma hype de plus en plus, et quand il est sorti, j'ai été ébahi par la qualité du produit qui nous a été offert. Au final, la hype était trop forte et après quelques semaines, j'ai fini par craquer et aller lire l'entièreté du web novel pendant le mois qui a suivi. Lors de mes discussions à son sujet, on m'a fait remarquer qu'il était dans un sens assez similaire à Re:Zero, qui était jusqu'à présent mon isekai préféré. Et effectivement, après réflexion, on peut aisément y voir quelques similitudes. Je me suis alors demandé ce qu'ils avaient de spécial, qu'est-ce qui les différencie des autres isekai similaires et les rendent si qualitatifs. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre ensemble à cette question. Pour commencer, il faut remettre un peu de contexte. Re:Zero et Mushoku Tensei sont des isekai power fantasy, au même titre que des animés exceptionnels et très connus comme Death March to the Parallel World, Smartphone Isekai ou encore How Not to Summon a Demon Lord. Et en fait, c'est là où j'ai vu que j'aurais dû arrêter assez rapidement. Bon, du coup, c'est un des genres les plus associés aux otaku, hikikomori. En effet, vous savez sûrement que la société japonaise est assez particulière, et peut-être très stressante pour les jeunes, notamment au lycée. Le poids des attentes de la société et le harcèlement scolaire entre autres, ont poussé des centaines de milliers de jeunes à devenir des hikikomori. C'est-à-dire des gens qui ne sortent plus de chez eux pendant des années et refusent tout contact avec la société. Beaucoup d'entre eux vouent une haine à cette société, et en voient tous les travers. Dans les animes, on entend ainsi très souvent les personnages de ce genre décrire la vie réelle comme un kusuge, ou kusugemu, littéralement jeu de merde. Ces hikikomori ont l'impression que s'ils sont devenus des ratés, ce n'est pas de leur faute, mais celle de la société qui n'a pas su utiliser leurs capacités à leur juste valeur. Et c'est là que les isekai entrent en jeu. Pour faire rêver les otaku dans cette situation, ils mettent en scène un personnage qui est un raté, un asocial, un cassos, un otaku, qui est envoyé dans un autre monde où il sera confronté à des situations où ses connaissances, des jeux vidéo, des mécaniques RPG, des simulateurs de rencontres, etc., accompagnés bien évidemment d'un power-up très conséquent, lui permettent de devenir populaire et d'arrêter d'être une merde. Ils viennent ainsi le caresser dans le sens du poil, en lui expliquant qu'il n'a rien fait de mal, que seule la société est en tort, et que dans un autre monde et dans d'autres circonstances, ils auraient pu être des BG populaires et avoir leur harem. Comme ces animés sont écrits dans l'objectif de permettre à leur audience d'échapper à la réalité, on les décrit donc comme des animés escapistes. Et cette explication nous permet de comprendre pourquoi il y a autant d'isekai à chaque saison, et surtout dans les light novels. C'est un genre méta écrit par des otaku, pour des otaku. Et comme ils sont ceux qui dépensent le plus d'argent pour acheter des light novels, mangas, Blu-ray, figurines et autres merchandising, ils permettent aux isekai d'être très rentables. Mais du coup, pourquoi on parle de ça et quel rapport avec Mushoku Tensei et Re:Zero ? Comme on l'a dit, Mushoku et Re:Zero sont eux aussi des isekai power fantasy. Mais ce qui les différencie d'autres œuvres, comme celles citées plus haut, je pense que ça peut se résumer par l'ambition. Il est possible de faire des bonnes œuvres en restant assez simple, sans faire passer des messages de vie révolutionnaires pour permettre à son audience d'évoluer. Il n'y a qu'à voir des séries comme Overlord, Ça veut dire suzerain en français, Overlord. On ne le dit jamais. Log Horizon, ou encore tous les wuxia et autres webtoons du genre Tales of Demon and God, Overgeared, Solo Leveling, etc. pour s'en rendre compte. Cependant, et là je dis peut-être des conneries, peut-être que c'est juste un avis personnel, purement subjectif, mais je pense que ce qui fait passer une œuvre de bien à excellente, c'est quand elle s'intéresse en profondeur à la psychologie de ses personnages et tente de faire passer des vrais messages à son audience. Pour notre cas ici, ça passe par le traumatisme. Le traumatisme d'avoir été un raté toute sa vie, souvent lié à du harcèlement plus ou moins important, d'avoir été un poids pour sa famille, les regrets en repensant à comment on aurait pu mieux faire, la haine des normies qui vivent la vie de rêve. Tout ça, ça laisse des marques sur le mental. Tu te réveilles pas simplement un matin en oubliant que ces 20, 30, voire même 40 dernières années, tu n'as eu quasiment aucun contact humain et étais considéré par tous comme un pestiféré. Et c'est là qu'entrent en jeu Re:Zero et Mushoku Tensei. Les deux sont des animes de rédemption. Subaru et Rudeus vont donc tous les deux subir le contre-coup de leur ancienne vie dans ce nouveau monde. Pour Subaru, ça se voit très facilement. Dès l'épisode 1, quand il se fait isekai, il comprend ce qui lui arrive, et croit que comme dans ses fantasmes, il va soudain devenir un héros surpuissant et se créer son harem. Cependant, il est rapidement ramené à la réalité quand il se fait tuer à répétition, et a besoin d'être sauvé alternativement par Emilia,
censé être l'image de la demoiselle en détresse, et Reinhardt, l'incarnation même de ce qu'il rêverait d'être. Ses rêves de grandeur finiront par le mener à se ridiculiser en public, devant tous les chevaliers du royaume. Et Emilia lui dira qu'il se ment à lui-même, qu'il ne fait pas tout ça pour elle, mais uniquement pour lui. Ce faisant, le personnage sera mentalement instable, et ce n'est que dans la saison 2 qu'il sera guéri, avec l'arc du sanctuaire, quand il fera enfin face à son passé. Pour Rudeus de Mushoku Tensei maintenant, ça passe par le trauma qui l'empêche de sortir de chez lui bien sûr, mais aussi par d'autres trucs que je m'attendais pas à avoir abordés et qui sont assez intéressants je pense. L'un d'eux, c'est bien sûr sa perversion, qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que oui, après avoir vécu pendant plus de 30 ans sans toucher une fille et en restant enfermé dans sa chambre à mater des doujins en tout genre, forcément, il va avoir du mal à résister à ses pulsions quand il a enfin devant lui des filles consentantes. Dès son plus jeune âge, il fait d'ailleurs peur à Lilia, la servante qui s'occupait de lui, à cause de son sourire lubrique et sa manie d'essayer de la tripoter entre autres. Mais il finira par grandir et contrôler de plus en plus cette facette de sa personnalité, car elle lui causera du tort. Un autre point très important et intéressant niveau psychologie apparaît dans le light novel et affectera profondément Rudeus pendant longtemps. Ce sera sûrement dans la saison 2 ou 3 de l'anime, donc je vais pas en parler ici, mais pour ceux qui l'ont lu, vous devez voir de quoi je parle, et l'idée de mettre ça là était pour moi un coup de génie. En bref, Re:Zero et Mushoku Tensei sont très intéressants, car ils ont l'ambition de remettre en question le lecteur. Ils ne vont pas le caresser dans le sens du poil, en lui disant qu'il a raison, mais au contraire, lui montrer que même ce rêve naïf dans lequel il pourrait être populaire dans d'autres circonstances est faux, et que tout est de leur faute, que sans travailler sur eux-mêmes, ils resteront des ratés pour toujours. Sur ce point-là, c'est surtout Re:Zero qui est très violent, et pour avancer dans ce nouveau monde, Subaru aura besoin d'accepter celui qu'il était dans son propre monde, ses erreurs, ses doutes et ses traumatismes. Je pense d'ailleurs qu'on peut parler pour ce cas précis de déconstruction du genre. Je sais que ce terme est souvent utilisé à tort, donc je n'aime pas particulièrement l'utiliser non plus, mais je pense qu'il est ici pertinent, donc je vais l'utiliser quand même. Je n'arrive pas à trouver de définition claire et précise, donc je vais juste expliquer ce que j'entends par là. En gros, une déconstruction, ça consisterait à comprendre des codes et à les utiliser, mais en les détournant complètement. La déconstruction des codes d'un genre, quand elle est bien faite, permet souvent à une œuvre d'atteindre une grande renommée et popularité, principalement auprès d'un public très connaisseur, parce que forcément, pour comprendre à quel point les codes ont été détournés, il faut avoir une bonne compréhension de ces codes auparavant. Ce n'est peut-être qu'une préférence personnelle, mais beaucoup de mes animés préférés sont aussi des déconstructions. À commencer par mon animé préféré de tous les temps, Monogatari Series, qui est une déconstruction du harem romance. L'auteur prend les archétypes du genre, la tsundere, la petite sœur, la sportive, la bonne élève parfaite aux gros boobs, et imagine ce qui a pu arriver dans leur passé pour qu'elles en arrivent réalistiquement à avoir ce genre de personnalité. Madoka Magica, même si ça peut être nuancé et remis en question, est aussi selon moi une déconstruction du genre Magical Girl, en rendant le tout beaucoup plus sombre et montrant qu'en réalité, ce n'est pas une chance d'être une Magical Girl, mais une malédiction. Et bien sûr, du coup, Re:Zero est une déconstruction de l'isekai escapiste, puisqu'il attire l'otaku avec un isekai qui semble classique, avant de le tabasser en lui disant que même s'il était transporté dans un autre monde comme il le souhaitait, il serait toujours un raté s'il ne décide pas de se reprendre en main. Ce faisant, il tente de sortir les otaku de leur désillusion, et ça, c'est beau. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il est important d'aborder la psychologie des persos pour en faire un bon animé? Est-ce que comme nous, vous pensez que Mushoku Tensei et Re:Zero sont les meilleurs isekai qu'on ait eu en animé jusqu'à présent? Et sinon, lesquels occupent cette place pour vous? Dites-moi tout ça en commentaire, parce que pour le coup, ça nous intéresse vraiment de savoir si c'est pas juste nous qui nous faisons des idées. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner et à regarder nos autres vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.